Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis encore une fois avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un film qui divise. Disons-le, c'est l'heure est grave. L'heure est grave. Voilà, c'est un film qui divise. C'est un film qui, teste notre amitié, toi et moi. Elle va encore prendre des coups. Elle va encore prendre des coups. Heureusement, on rattrape ça en allant bouffer, en allant voir des films au cinéma ensemble. En discutant de Bloodsport. Voilà, et en discutant de Bloodsport, sur lequel au moins on se retrouve un petit peu, même si je n'ai pas ton affection toute particulière pour le film. On va parler d'US Marshals. La suite du Fugitif. Voilà, alors il y a 3 ans de ça, on avait fait un podcast, alors que audio, sur le Fugitif, et je l'ai réécouté pour l'occasion. Et à la fin, tu m'as dit, il faut qu'on fasse un podcast sur US Marshall. J'étais fait, non, c'est bon, va chier. Je sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit. Pour résumer. À peu près comme ça. Voilà, c'est ça, pour résumer. Et finalement, j'ai cédé à, à l'insistance. à tes demandes répétées. Puisque c'est un film que je n'avais pas revu depuis l'époque où il est sorti en salle. Et je t'ai même dit à l'époque, dans le podcast, je t'avais dit, non, mais moi j'avais détesté à l'époque. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre que je me rappelais exactement de ça, parce que le film ne m'a laissé aucun souvenir. Je l'ai revu pour l'occasion, et je suis toujours pas d'accord avec toi. Voilà. Ton opinion n'a pas changé. Et je ne suis pas. Et pour le coup, je me sens bien seul parce qu'effectivement, dans mes amis, proches que les gens connaissent, tu vois, comme Rafik Djoumi et Arnaud Bordas, ils aiment bien US Marshall aussi, tout comme toi. Donc, on va en parler. Dans ce podcast, expliquer ce mystère, ça va pas marcher, hein. On ne convaincra jamais Stéphane. Non, ça n'a plus forte raison que je l'ai revu, donc en fait non, tu ne me convaincras pas. Mais mais déjà pour commencer, tu vas nous pitcher US Marshall. Alors, il est difficile de pitcher US Marshall sans faire un tout petit peu de contextualisation d'abord, dans la mesure où effectivement c'est la suite du Fugitif, mais c'est une suite relativement particulière, puisque la star du Fugitif c'était évidemment Harrison Ford, et que donc pendant le tournage, Harrison Ford avait beaucoup insisté pour que le film ait un début, un milieu et une fin, et que l'histoire de Richard Kimball soit finie. Sauf que le film a été un gigantesque carton, et qu'à Hollywood, un carton, ça veut dire comment on fait quelque chose d'approchant qui nous rapporte de la pépette. Et ils se sont retrouvés avec des solutions qui étaient compliquées. S'ils faisaient une histoire de Richard Kimball, qui n'était pas une histoire de fugitif, tu te retrouves avec une histoire de médecin. Est-ce que c'était vraiment intéressant? Ou est-ce que si tu remettais un médecin dans une histoire de fugitif, est-ce que ça avait du sens? La deuxième option qu'ils avaient, c'était de remettre à la fois Samuel Gérard, donc Tommy Lee Jones, le Marshal, et Harrison Ford dans le film, et donc de se retrouver avec un truc un peu tiré par les cheveux. Donc ils se sont posé la question pendant très longtemps de comment pouvoir faire une suite au Fugitif, comment faire la suite à ce carton, et la décision qu'ils ont prise, qui est la bonne décision artistique, me semble-t-il, c'est de dire, en fait, l'histoire de Richard Kimball, elle est en effet finie. Par contre, ce dont on peut se servir, c'est de raconter l'histoire des Marshals. Et donc ce qu'ils ont fait pour cette suite, et ce que raconte cette suite, c'est tout simplement une nouvelle track, à savoir qu'on suit un dépanneur qui s'appelle Mark Roberts. Warren. D'abord c'est Warren. Non, c'est Mark Roberts et ensuite c'est Warren Roberts Sheridan. T'inquiète, j'ai hyper suivi. Okay. Et Mark Roberts, en fait, Mark Warren, c'est donc un dépanneur. Sauf que il a un accident. Bon, c'est Wesley Snipes. C'est Wesley Snipes. Quand il a cet accident, on s'aperçoit en fait qu'il ne s'appelle pas Mark Warren, mais Mark Roberts, et que ce Mark Roberts, il est recherché pour meurtre à New York. Donc il se fait arrêter. Il va y avoir un transport. Lors de ce transport, qui est cette fois-ci en avion, il va y avoir un crash. Il va s'échapper. Et Tommy Lee Jones, qui était dans l'avion pour diverses raisons, va donc reprendre son boulot de pour diverses raisons. Tu vas vite en besogne. C'est-à-dire que je passe sur les détails qui ne sont pas très importants. C'est surtout qu'en fait, comme c'est lui la star du film cette fois, je veux dire, il fallait qu'il soit dans la première demi-heure du film, sinon ils étaient dans la merde. C'est ça, mais voilà. Donc on va effectivement créer le Donald Gibb Cinematic Universe, puisque Donald Gibb, dont on a parlé dans notre épisode sur Bloodsport il y a quelques temps, dans ce film-là, et c'est lui qui en se faisant arrêter, va mordre quelqu'un, ce qui fait que Tommy Lee Jones va le taper, et puisqu'il le tape, il va falloir qu'il fasse un peu de relations presse parce qu'il a tapé quelqu'un de menotté, et c'est pour ça qu'il est dans l'avion. Tu vois, ça y est, cette fois-ci j'ai expliqué, et ensuite donc on va apprendre petit à petit qu'il y a une immense conspiration et que Mark Roberts ne s'appelle pas Mark Roberts mais Mark Sheridan, puisque c'est un espion. Ça t'as spoilé le film. Parce que ça tu l'apprends au bout de quand même 50 minutes. Hein. À peu près. Sur un film de 2h10. Oui.
Voilà. Alors, écoute, je vais te laisser un petit peu parler parce que en fait, comme t'aimes le film, tu vas nous expliquer pourquoi t'aimes le film. Alors en fait pour moi c'est assez simple. C'est comme je te dis, je trouve que l'idée de ne pas reprendre Harrison Ford est une bonne idée. L'idée de se baser sur les Marshall est une bonne idée. Ensuite ils se sont posé la question de se dire mais comment faut quand même que les gens qui ont aimé le Fugitif retrouvent des marqueurs du Fugitif. Donc comment qu'on fait? Oh shit. D'accord, vas-y. Donc comment qu'on fait? Ils se sont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va raconter globalement la même chose. Puis on va complexifier un petit peu de façon pas très utile. Ouais, alors bon, complexifier, c'est vite dit. Hein. C'est-à-dire, je vais être un peu méchant là. Je me permets une petite pique, tu vois. C'est Marvel avant l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils refont littéralement le même film. C'est-à-dire qu'en gros, t'as tous les grands moments clés du Fugitif, le film, tu vois, qui sont refaits. Comme par exemple, tu remplaces l'accident de train. Alors, je vous encourage à écouter le podcast qu'on avait fait à l'époque, si vous n'avez pas le Fugitif en tête, revoir le Fugitif, mais le podcast est un peu plus court, pour voir en fait qu'on parlait de tous ces moments-là, quoi, juste pour vous remémorer un peu ce qu'on disait déjà à l'époque. Et là, le truc, c'est qu'en gros, en fait, effectivement, t'as tous les morceaux importants du Fugitif qui sont repris. T'as 2 morceaux essentiellement qui sont repris, je pense, qui sont donc le crash et le saut. Qui sont vraiment les 2 moments les plus iconiques du Fugitif qu'ils ont décidé de reprendre. Et ensuite, tu as l'idée supplémentaire qui faisait l'originalité du Fugitif et effectivement, du coup, qui enlève un petit peu cette originalité dans la suite, qui est la double enquête. T'as d'un côté la traque et de l'autre côté... Ça, on en avait parlé parce que même si c'est un truc que, par exemple, Hitchcock a fait dans La mort aux trousses, c'est quelque chose qui a rarement été repris à Hollywood, en tout cas à cette époque-là, dans les années 80-90, et qui avait fait, à mon avis, le sel du suspense, en fait, du Fugitif, quoi. Mais là, la problématique, c'est que en inversant les valeurs, on se retrouve avec Tommy Lee Jones qui était un personnage secondaire de qualité, il a eu l'Oscar, tu l'as dit, voilà, je veux dire, et puis c'est Tommy Jones, c'est un super acteur qui d'un seul coup devient le personnage principal, ce qui est pour moi déjà, il faut le travailler, ça. C'est pas aussi évident que ça, c'est pas parce qu'il y a tout un film en fait sur lequel les gens appréciaient que en gros ça suffisait pour justifier, on va dire en tout cas l'idée de partir dans cette direction-là sur le papier. J'entends vraiment dans l'exécution. Et le deuxième truc, c'est que oui, on reprend les moments clés. C'est-à-dire, toi, tu parles de ces 2 moments-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait la réutilisation de l'équipe avec les mêmes punchlines. Alors, tu me diras, c'est normal, c'est les mêmes personnages, mais en fait, ils sont pas plus étoffés que dans le premier film, pour le coup. C'est vraiment lui, en fait, qui est mis en avant. La nouveauté, c'est l'inclusion d'un partenaire pour Samuel Gérard qui est interprété par Robert Downey Jr. qui a l'air de s'en branler, mais totalement d'être là, en fait, si tu veux. Mais alors, la d'une chanson, force. visiblement, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas forcément. Ouais, pour lui, il a carrément dit que c'était le pire film qu'il avait fait. Alors, depuis, il a fait plein de Marvel, donc voilà. Mais tu vois, je veux dire, c'était hallucinant. Et puis surtout, il a accepté son statut entre guillemets de star et de mec qui joue le jeu, en fait, si tu veux, de hollywoodien. Parce qu'il y a ce truc, en fait, où cette époque-là, effectivement, il était. C'est connu, cocaïné au dernier degré, ces phrases que, si tu veux, on parlait beaucoup plus de lui dans les ragots hollywoodiens ou dans les ragots. On parlait beaucoup plus du fait qu'il était un acteur ingérable que du fait qu'il était un acteur. Voilà, c'est ça. Alors que c'était à cette époque-là, à mon sens, plutôt un acteur, intéressant aussi, quoi. C'est-à-dire que lui aussi a été nommé, je crois même qu'il a eu l'Oscar. Non, il a été nommé. Non, il a été nommé pour Chaplin. Il a tourné, moi, c'est pas des films que j'affectionne particulièrement, mais il a tourné pour Altman, il a tourné pour plein de réalisateurs. Donc, je veux dire, il est dans une créature de rêve. Un grand classique. Voilà, un grand classique pour nous. Stéphane M et Julien C, 8 ans, voilà. Mais 9 ans quand c'est sorti, on avait 9 ans. Mais voilà, en fait, c'est-à-dire que en gros, t'as toutes ces problématiques là où tu te retrouves aussi avec les mêmes, littéralement, quand je dis les mêmes scènes, c'est que même les scènes finalement qui pourraient paraître comme anodines, comme le moment où en fait il désigne la carte et il dit voilà, on va fermer le périmètre, et d'un seul coup en fait on montre tout son professionnalisme, etc. C'est des scènes qui sont reprises quasiment à l'identique, en fait, si tu veux. Quand elles sont pas reprises à l'identique, il y a un petit détournement par la blague, histoire de dire bon, on sait qu'on fait la même chose, mais bon, on vous on sait que vous savez qu'on sait, donc voilà, tu vois, on fait la blague, on met un clin d'œil et puis on passe à autre chose. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais en fait, on est allé un petit peu vite en besogne.
Il faut dire que le premier film a été réalisé par Andrew Davis, Oui. ok, ton réalisateur préféré. Et il a fait plein de Steven Seagal, il a fait Le Fugitif. On a réussi à faire plusieurs Andrew Davis dans Stéroïde et j'ai même réussi donc à faire qu'on fasse une suite d'un film d'Andrew Davis. Je suis assez fier. C'est incroyable. Là, c'est réalisé par Stuart Baird. Stuart Baird, alors là, je vous encourage à écouter un autre podcast qu'on a fait avec Rafik sur Ultime Décision pour expliquer qui c'était Stuart Baird. C'est-à-dire que Stuart Baird, en gros, c'est un monteur de qualité. Quelqu'un qui se soucie énormément en fait du public et qui a travaillé notamment sur avec Richard Donner sur Superman, qui a été un gros sauveur de films. C'était un film docteur. Voilà, c'est ça, exactement, c'est le terme, film doctor en fait, notamment dans les années 80 et 90. Donc c'est fait d'armes, c'est Demolition Man, c'est Tango et Cash. C'est un gars qui se pointe et qui te dit en gros, qui dit au studio, voilà, il faut sortir le film à une certaine date parce qu'en fait les cinémas sont bouclés. On sait que la Warner, en fait, si tu veux, elle a réservé 2000 salles, on va dire, dans les États-Unis. C'est le film de Noël. Le film, il est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il arrive, il dit « Ok, voilà ce qui vous manque, vous allez shooter ça. » Il avait cette capacité de... à partir du moment où tu as une date et puis tu as un budget, on peut pas dire « Bon, on va refaire l'intégralité de telle scène. » Lui, il avait cette capacité de dire sur un plan ici, un plan là, ce plan-là et pas celui-là, ça va marcher. Voilà, et ces scènes aussi, parce que mine de rien, c'est aussi un travail de, quelque part, de compteur. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste le monteur qui doit assembler ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il dit « Voilà, il manque ça. Donc j'en ai besoin. » Et en fait, il faut que vous le shootiez, quoi. Ce qui fait que ça fait sens quelque part que d'un seul coup, il se trouve à réaliser des films. Surtout qu'encore une fois, il était il était quand même haut placé dans la dans la stratosphère des monteurs hollywoodiens, quoi. Il a eu une carrière relativement éclair en tant que réalisateur, avec seulement 3 films. Mais ça, on va en parler. Avec Executive Decision qui avait plutôt bien marché, enfin Ultime Décision qui avait plutôt bien marché, US Marshal qui a été mouef et Star Trek Nemesis qui a été pas bien du tout, non seulement en termes de box-office, c'était pas au point, mais en termes de l'accueil par les Trekkies, ça a été un cataclysmique. Voilà. Donc du coup, il l'a plus jamais réalisé. Voilà. Après, moi, je pense aussi que c'est-à-dire que c'est un faiseur. Stuart Baird, il faut être clair. C'est pas un auteur. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision du cinéma qui finalement en fait très très orientée sur le public. Et effectivement, en fait, quand tu fais ça, ça passe ou ça casse, quoi. En fait, en gros, si le public ne suit pas derrière ou s'il n'est pas omnibulé par ce que tu fais, c'est sûr que tu vas pas, les gens vont pas forcément te rappeler, quoique il y a des gens qui font des carrières entières en tant que faiseur, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas son métier d'origine. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a une distinction aussi fondamentale entre Ultime Décision et US Marshal, c'est que en gros, Ultime Décision, c'est un film c'est un huis clos. Ça se passe dans un avion. La mise en scène est, à défaut d'être inventive, hyper carrée, c'est-à-dire hyper précise, hyper nette, hyper claire. Il n'y a pas toujours le sens du ridicule non plus, lui, mais c'est-à-dire que de temps en temps, la plupart du temps, le film fonctionne, en fait, est assez carré. Là, en fait, c'est un film complètement différent, US Marshal, c'est-à-dire que c'est un film qui se tourne en décor. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le film, c'est que c'est un genre de film qui a un peu disparu. Le film d'action, ces dernières années, c'est vrai qu'il a été essentiellement encapsulé dans le film de super-héros, donc soit tu prenais ta dose d'action là-dedans, soit t'avais pas grand-chose à manger, mis à part les 87-11 avec les John Wick, etc. Mais le côté, ça paraît stupide ce que je dis, mais films d'action tournés en décor naturel, des films tournés dehors, ou quand t'as un truc qui est censé se déplacer tout le temps, t'as une multiplicité de décors naturels. Moi, ça fait partie des plaisirs périphériques que je peux avoir sur ce film, que je trouve assez important, qui m'aide à aimer. Pour moi, un film d'action doit se dérouler dehors. Ça peut être un huis clos, c'est possible, mais à partir du moment où tu fais une track, à partir du moment où tu fais un truc où il faut que ça aille de l'avant tout le temps, il faut que tu aies tout ça. Tu veux dire par opposition à l'idée de recréer les décors en soundstage, en fait. Voilà, en fait, vraiment, j'en peux plus des films tournés sur fond vert. Si tu veux, pour moi, c'était pas l'époque, hein, mais voilà, mais aujourd'hui, on n'a plus que ça. Et donc, du coup, c'est aussi un marqueur d'un cinéma qui n'existe plus. Pour prendre un exemple très simple, pas forcément sur une séquence d'action, et pas forcément sur ce film-là, mais en général, dans les années 50, quand il tournait dans une voiture, il y avait ce qu'on appelait une transparence. Et c'était quelque chose qu'on grille à des centaines de kilomètres. Et puis, à partir des années 60, 70, jusqu'à il y a 10-15 ans,
on tournait dehors, on mettait les gens dans une voiture, la voiture on la mettait sur un camion parfois pour que ce soit plus simple à tourner et que les acteurs puissent et donc du coup ça avait un côté naturel. Aujourd'hui, on retrouve des transparences en fait. Mais ça c'était un truc qui a été fondé, notamment c'est French Connection qui a beaucoup changé ça aussi, c'est parce que d'un seul coup on prenait les tournages à vif, mais après pour revenir à US Marshall, l'idée en fait de tourner en décor, c'est aussi un truc qui vient du fugitif en réalité. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'en gros c'était le truc, on en a parlé dans le podcast à l'époque, c'était le truc d'Andrew Davis en fait de vraiment tourner en décor naturel avec presque même une prise directe avec le lieu, avec l'endroit et l'ambiance quoi. Donc quitte à faire un peu moche, on va dire quoi. Oui, voilà. enfin Andrew Davis, effectivement, on l'avait dit à l'époque, c'est quelqu'un qui filme pour qu'on ait froid. Et c'est vrai qu'il a des photographies qui sont assez ternes. Et c'est comme tu l'as dit, Stuart Burns est un faiseur. Et moi, j'ai aussi aimé le fait que le gars se soit dit, ok, quelle a été la technique qu'a employé Andrew Davis sur Le Fugitif. Et la technique, c'est le mouvement perpétuel, c'est un gros travail sur le rythme, c'est une caméra en perpétuel mouvement avec du steadicam quasiment en permanence. Moi, j'ai toujours été un gros amoureux du steadicam, donc quand je vois un film dont la mise en scène est quasiment entièrement basé sur le mouvement de steadicam, sur les croisés, etc. Moi, c'est des choses que j'adore. Donc, oui. Alors après, moi, ça, bon, moi, c'est-à-dire, moi, j'adore le steadicam aussi, hein, mais en fait, ça dépend comment tu l'utilises. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand tu répètes 25 000 fois le même plan, c'est au bout d'un moment, t'en as marre, en fait, dans un film. Et c'est parce que c'est un langage aussi, c'est-à-dire c'est une façon d'utiliser. Là, on va un peu vite en besogne. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la problématique, en fait, de Stuart Baird, pour moi, c'est que c'est un faiseur, en fait, sur un film comme ça, à qui on a dit. Et c'est, je pense, une des notes en fait importantes du studio. Hein. Tu refais Le Fugitif. Parce que justement, en fait, on prend peut-être un risque en disant on va se baser sur le personnage de Tommy Lee Jones. C'est un risque qui s'est avéré être, réel, puisqu'en fait, le film a fait 3 fois moins d'argent que Le Fugitif, quoi. Et il en a coûté. Le Fugitif était quand même un carton. Oui, mais il a coûté beaucoup plus cher aussi. Alors, j'ai trouvé deux chiffres différents suivant les sites, entre 45 et 60. 60. Et je pense en fait, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de tournage aussi, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, la logistique en soi, si tu veux, c'est 66 lieux de décors différents, un peu partout aux États-Unis, tu vois. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire globalement, normalement quand tu tournes un film en extérieur et que tu as un budget limité, en fait, tu fais passer les vessies pour les lanternes. C'est-à-dire, ce que tu te fais, c'est que tu vas te tourner en fait dans des endroits qui sont finalement relativement proches, parce que toute l'idée, c'est de déplacer tes équipes. Ils l'ont fait, hein. Si tu veux. Oui. Mais le truc, c'est que tu peux pas simuler Chicago et New York. Tu peux pas simuler. Je sais où le crash en fait au début. Le crash, il précise pas exactement où mais ça t'as se le bayou passe, en fait. mais t'as le bayou, donc tu dois être. Enfin, c'est pas le bayou Alabama, Mississippi. C'est plutôt dans le Middle West. Tu dis Missouri, Kansas, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est des décors en fait fondamentalement différents. Du coup, tout ça en fait amène une logistique monstrueuse, un déplacement d'équipe, parce que c'est des grosses équipes en fait. Voilà, t'as quand même Bartowiak à la lumière, Andrew Bartowiak, tu vois, qui j'ai jamais trop tripé sur sa lumière, même si je la trouvais relativement fonctionnelle, voilà, en général aussi. Mais alors qui est passé réalisateur aussi, et qui est un réalisateur mais absolument exécrable, si ce n'est le chef-d'œuvre hors limite, évidemment, avec Steven Seagal, parce qu'il faut toujours parler de Steven Seagal. Toujours le point Steven, voilà, c'est ça. Soit le point Steven, soit le point. Et surtout avec toi, mon bon Julien Charpentier. Ça va être de ma faute. Oui, parce que les gens savent qu'on est fans tous les deux, tu vois, et qu'on doit continuer notre geste ségalien un jour, tu vois. Mais donc on le fait par petits points comme ça pour toi, public. Voilà. Non, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que donc en fait, t'as cette notion où je pense que le film est très compliqué à faire et que ça a un coût en fait. Et surtout, ça, il faut le rappeler. À cette époque-là, la Warner, alors c'est marrant parce que t'as pour moi, il y a tout un pan de films mais totalement oubliable en fait de cette époque-là qui était produit par la Warner. On en a fait des gorgées chaudes sur Arme Fatale 4 où on a expliqué en fait tous les problèmes de tournage, etc. Là, c'était un cas extrême en fait de cette méthodologie, mais en réalité, c'est la méthodologie en fait de Warner de cette époque-là. C'était on shoot le film et c'était quasiment wet print, hein. C'est-à-dire wet print, c'est le terme pour dire le film il sort à peine du montage, que en fait en gros on imprime on tire les pellicules. Quand on tire les pellicules, elles ont pas eu le temps de sécher, c'est pour ça qu'on appelle ça une. Voilà, et on les balance dans les salles de cinéma. Et en gros, c'est un film qui a été tourné entre, je crois, juin et septembre 1997 pour une sortie, me semble-t-il, en mars 98. C'est-à-dire, il y a eu moins de temps de post-prod que de tournage en fait. En gros, tout ça en fait ça a un coût,
Et Warner, en fait, prenait ces risques-là sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'après, je pense que ça reste une bonne affaire à la fin. Hein, comment dire, US Marshall, je pense que c'est un film qui a, comment dire, qui a rapporté de l'argent en général, vidéo. T'as un bon indicateur, voilà, c'est un film qui existe en Blu-ray, y compris en France. Et souvent. Ouais, ça fait 15 ans que ça existe aussi. Maintenant. Et alors, Abyss, il est toujours pas là. Hein. Oui, mais Abyss, on sait pourquoi, c'est parce que Cameron, ça fait 15 ans qu'il finit, il a presque fini, promis, ça sort cette année. Ouais, c'est ça. Tu voulais caser Cameron. Voilà. Parce qu'il faut là, toujours parler. On parle toujours Steven Seagal et James Cameron. Cameron, il m'énerve. Sors Abyss, James. Mais c'est bon, il l'a diffusé le 4K, là, tu vois. Mais je m'en fous, ça fait 15 ans qu'il sort. Mais ça va sortir. Ça va sortir. Bref. Calme-toi. Calme-toi, je vais Charpentier, tu vas t'énerver encore plus après. Donc le truc, si tu veux, c'est que voilà, il y a tout ce truc qui fait que ça a un coût énorme. Bah, ce coût, forcément, tu le payes. Et un mec comme Stuart Baird, ça lui retombe sur la gueule hein, quand le film il marche moins que prévu, quoi. D'autant que le film est sorti dans un contexte extrêmement particulier, qu'il vaut le coup de rappeler quand même qu'il y a eu un petit film qui est sorti fin 97. C'est oui, on va reparler de James Cameron, puisque le film est sorti en pleine Titanic Mania. C'est-à-dire que on était au moment où aucun film au monde ne réussissait à être premier le week-end de sa sortie, parce que Titanic, et quand il est sorti, alors on était plutôt sur la fin de la vague, mais je crois que pendant encore presque un mois après, Titanic était premier au box-office tout le temps. C'est-à-dire que le premier film qu'il a détrôné, on va dire entre guillemets, comment dire, au box-office, parce que c'est tout relatif, hein, c'est vraiment en tout cas qu'il a fait en fait en premier week-end, a fait un sensiblement meilleur score que le 12e week-end de Titanic, quoi. C'était L'homme au masque de fer. Alors, avec Leonardo DiCaprio. J'ai vérifié justement les chiffres et en fait il apparaît pas parce qu'il semblerait qu'il ait fait un meilleur jour, pas un meilleur week-end. Okay. Celui qui a fait un meilleur week-end, c'est Lost in Space, Perdu dans l'espace, un grand film dont tout le monde se souvient d'ailleurs aussi, qui est voilà, multi-rediffusé, qu'on voit tout le temps parce que qui n'existe pas non plus en Blu-ray d'ailleurs. Et en fait, oui, le masque de fer, on avait fait les gorges chaudes à l'époque dans les journaux, puisque le seul qui arrivait à détrôner Léo, c'était Léo. Voilà, c'est ça. Mais en gros, l'idée, la notion en fait, en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu de suite à US Marshall non plus. Voilà. Donc il y a cette problématique pour moi en fait autour du film. Pour revenir vraiment au film à proprement parler, en fait, tu prends un faiseur qui a les notes du studio sur les genoux et qui doit en fait impérativement faire un film qui renvoie au fugitif, même si en fait l'intrigue ne renvoie pas au fugitif, qui le fait en fait assez régulièrement. L'emploi de la Steadicam, c'est aussi hein, chez alors pas de manière aussi ostentatoire, mais c'était aussi déjà dans le fugitif, hein, c'était déjà chez Andrew Davis, quoi, et qui finalement pour moi au mieux propose une mise en scène fonctionnelle, au pire propose une mise en scène à la fois répétitive et je trouve assez laide par moment. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas la lumière la problématique, c'est même pas ce genre de choses, mais c'est les cadres. C'est-à-dire qu'en fait, il va partir sur des espèces de cadres obliques et revenir, en fait, si tu veux, en suivant des personnages, si tu veux, qui vont croiser la caméra et le faire, je sais pas, tu vois, à peu près une dizaine de fois ou quinzaine de fois dans le film. Quoi. Ça, moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange pas. C'est effectivement un principe de mise en scène. Il fait beaucoup de plans débulés, moi qui sont des plans que j'ai toujours aimés, donc ça ne me dérange pas. Il fait beaucoup de steadicam. Il y a, enfin, quand tu racontes, tu le sais très bien, il y a des centaines, des millions de façons de raconter. Et chacun va avoir ses obsessions. Moi, je sais que en tant que conteur, un truc sur lequel je me pose toujours des questions, c'est le rythme. J'ai été conteur dans le jeu vidéo pendant longtemps et la question du rythme se pose beaucoup dans la mesure où ton histoire elle est sans arrêt interrompue par le jeu. Donc il faut que tu trouves comment tu vas rythmer ton histoire et c'est un travail en soi en fait. Et moi sur S. Marshall, j'aime beaucoup le fait que cette question du rythme elle est centrale, de se dire bon, notre intrigue elle est parfois un peu complexe pour pas grand chose, voire pas toujours excessivement clair. Je pense que le scénario de John Pogg aurait mérité pas mal de séances de réécriture pour pouvoir faire sortir l'intrigue qu'il a faite. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont tourné une V2 là où tu avais besoin au moins d'une V3, voire d'une V4. Et donc, du coup, Stuart Baird, il s'est dit je vais privilégier un rythme propulseur sans arrêt en multipliant donc mes endroits, mes situations, mes set pieces, mes mouvements de caméra qui vont toujours aller de l'avant. Je vais toujours proposer. Il y a quasiment pas de pause dans ce film-là. C'est un film qui court tout le temps. Oui, mais tu vois, pour moi, tu confonds rythme et précipitation sur un truc comme ça. Pas toi, hein, lui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu veux, d'un seul coup, en fait, ce dynamisme-là, c'est plus du dynamisme. Pour moi, il y a aussi cette problématique de manière générale. Là, je le englobe en fait un peu dans ce qui sortait à l'époque. C'est ce que je disais. T'as tout un tas de films Warner, en fait, si tu veux, qui étaient en fait leur thriller of the week, on va dire, si tu veux quoi. En gros, en plus, toi,
comme tu me fais traiter les films des années 90, d'un seul coup, je me sens obligé de les revoir, si tu veux, quoi. Un jour, tu vas me dire, viens, on va faire Le Témoin du mal, je vais te faire, mais Julien Charpentier, écoute, on ça n'a va encore pas. jamais fait Denzel, il faudrait qu'un jour on fasse Denzel quand même. Hein. Ouais, mais j'ai dit Le Témoin du mal. Et t'as pas l'air de dire non. Donc voilà, c'est ça. Donc Grégory. Oblit. Voilà, merci. Donc T'as pas encore cité, tu cites les films de Warner tout à l'heure, puis tu tournes autour du dernier classique d'Andrew Davis, qui est Poursuite, et je trouve que c'est un petit peu dommage. mais c'est pas Warner. C'est pas Warner, Poursuite? Non, c'est Fox. Et donc en Ouais. fait, vois, un peu C'est pour ça que tu le citais pas, en fait. un peu de rigueur, monsieur Charpentier. Non, le truc en fait, si tu veux, donc avec ça, c'est que pour moi, ça reste en fait, parce que ça s'inscrit dans une logique de film oubliable, et je trouve qu'en fait, US Marshal a peu de choses. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un vrai crash d'avion au début, mais moi, je le trouve absolument pas spectaculaire. C'est-à-dire que, C'est pas un vrai crash d'avion, hein. t'as un crash d'avion. C'est un crash d'avion, mais justement, c'est un des éléments, c'est que quand ils ont fait Le Fugitif, ils avaient beaucoup parlé du fait que c'était un crash, c'était un déraillement de train. Ils ont vraiment fait dérailler un train. Et sur US Marshal, ce n'est pas un avion. En fait, ils ont racheté une carlingue pour pouvoir la retourner pour le plan final, qui est ce plan général que moi je trouve assez incroyable. Pareil, un plan qui a totalement disparu de la surface d'Hollywood aujourd'hui, qui est un simple mouvement d'hélicoptère circulaire où tu vois l'ampleur de la catastrophe, que moi je trouve un plan hyper impressionnant. Et ce plan, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, il ne peut pas vieillir puisqu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est du vrai. Par contre, tout le crash lui-même a été réalisé avec des maquettes. Alors des maquettes de belle taille où ils se sont bien pris la tête. Par exemple, les arbres que tu vois au fond, ce sont en fait des arbustes. Et les arbustes, ils étaient trop verts, donc ils les ont repeints à la main pour ajouter des petites couleurs, genre du orange, du machin, pour que ça fasse un bord plus naturel. Mais en fait, il n'y a pas un avion, c'est un 727, je crois, mais je suis pas sûr. Donc un avion, ça coûte quand même extrêmement cher. Donc ils ont racheté une carlingue, mais pas un avion. Mais d'accord, mais alors bon, ça c'est le point making of. Mais le truc, si tu veux, c'est que le crash en soi, il est pas spectaculaire du tout pour dessous. C'est-à-dire que, y compris en fait, si tu veux, parce que encore une fois, c'est là, je trouve les limites en fait totales d'un mec comme Stuart Baird. C'est-à-dire que, en fait, t'as des plans à l'intérieur, en fait, qui pour le coup c'est du studio, hein, si tu veux, l'intérieur de l'avion, avec Tommy Lee Jones qui est accroché au grillage, tu vois, des trucs comme ça, et on fait trembler la caméra pour rendre le truc un tout petit peu, tu vois, dynamique. Mais ça, c'est pour moi quand je vois ça, et pourtant je délire pas sur la scène du train dans Le Fugitif, hein. Il y a quelques plans en fait qui vendent la mèche, pour moi qui vendent le truc en fait, si tu veux, pour voilà. Mais globalement en fait, si tu veux, dans US Marshal, on est très très loin de ce spectacle-là. Pareil en fait, pour tout le reste du film, tu parles de set pieces, tu vois, dans le film, mais en fait pour moi les set pieces, à la limite le seul point, c'est effectivement cette scène où il chute en fait, si tu veux, voilà, le saut, où t'as une vraie cascade. Si tu veux, on va dire, si tu veux, qui est filmé comme tel et qui peut être un peu spectaculaire parce que bon, c'est un cascadeur qui d'un seul coup est accroché à un filin et en fait, si tu veux, à un câble, bon, façon Die Hard quoi, et qui en fait d'un seul coup se retrouve à sauter sur le train à Chicago, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est à New York. C'est à New York, voilà. Et en fait, sur le train aérien en fait, et qui se retrouve sur le côté et qui ressaute sur le train. Ça, c'est un truc qui est plutôt fonctionnel et tout. Mais dans ces problématiques là, il y a aussi l'idée que voilà, on arrivait aussi, par exemple, à une sous-utilisation totale de Wesley Snipes. Enfin, moi, c'est un énorme problème pour moi dans le film, parce que c'était déjà une star, en fait, à l'époque. Et en fait, on en vient à ce truc où j'ai l'impression que c'est un chèque pour tout le monde. C'est ça mon problème quand je vois le film. Tu vois ? Et j'en parle trop parce qu'en fait, de négatif, je vais te laisser parler parce que toi, t'aimes vraiment le film, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chèque pour tout le monde et qu'en fait, si tu veux, finalement, on leur dit, bah voilà, en gros, on a Wesley Snipes parce que c'était une star du cinéma d'action, mais on va lui filer quasiment rien à jouer, si tu veux, voilà. On a Tommy Lee Jones où finalement, fondamentalement, c'est le même perso que dans Le Fugitif, mais ce perso, il n'est pas développé, donc le seul endroit où on peut vraiment le développer, on va dire, à part son professionnalisme, à part sa rigueur, son côté. Moi, je suis comme ça, en fait, no bullshit, qui est quand même assez collé au personnage de Tommy Lee Jones, hein, sa persona publique, tu vois. Bah, il faut buter un gars, en fait, si tu veux, pour d'un seul coup, qui est vaguement un truc de vengeance, en fait, si tu veux, dans le dernier tiers, en fait, du film, pour donner finalement quelque chose parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut sortir du cadre du Fugitif, puisque les rôles sont inversés, puisque les valeurs sont inversées, quoi. Ouais, moi je trouve tu vois, ce que tu disais, c'est que et c'est light, je trouve ça light. Tu dis que l'accident est moins spectaculaire. Écoute, oui, si tu veux, ou je vais pas te contredire, ni te dire que tu as raison, ni te dire que tu as tort. Ok, très bien, tu trouves que c'est moins spectaculaire. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est plutôt que j'ai l'impression que oui, le studio dit tu fais Le Fugitif. C'est clair, voilà, c'est ta ligne. Et qu'en fait, ce qu'a fait l'ami Stuart, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il a bel et bien... Vas-y, t'as fait un geste, parce qu'il faut le dire pour les gens qui écoutent pas le podcast. Oui, il a pris une tangente, il a pris une ligne sur le côté. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger le bras et parler dans le micro en même temps. Exactement. Et donc, en fait, la tangente qu'il a prise, c'est de dire, ok, je vais toucher tous les points du fugitif qu'on m'a demandé de toucher, mais en fait, moi, je vais vraiment faire un film de poursuite. Et un film de poursuite, ça court. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai mes péripéties qui s'enchaînent. Donc, par exemple, cette scène de crash aérien, au-delà d'une scène de crash aérien, t'as d'abord ça part d'une tentative de meurtre de Mark Sheridan, parce qu'en fait, tu vas apprendre au fur et à mesure du film, bon, on a déjà spoilé un peu, donc attention, si vous n'avez pas vu le film et que malgré le peu d'amour que Stéphane a pour le film, vous avez envie de le voir, on va spoiler encore plus, donc... Vas-y, rattrape le coup. Allez le voir, et après, allez dans les commentaires pour dire Team Stéphane ou Team Julien, de toute façon, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Arrêtez d'être tout le temps Team Stéphane, il est trop dur. C'est pas vrai. Ah voilà, merci à la technique et à la production. Team Julien, il y a beaucoup de gens qui te remercient de défendre les films, donc arrête. Eh ben ça me fait plaisir, voilà. C'est pour toi public, comme dirait. Décidément. Et que je dis, oui, il a fait un pas de côté dans la mesure où pour moi effectivement cette séquence de crash aérien devient une séquence de tentative de meurtre échouée, qui fait que l'avion perd sa pressurisation, qui fait que l'avion s'écrase, qui lance toute une scène sous l'eau, cette scène sous l'eau qui aboutit à l'échappée de Mark Sheridan. Enfin, ça n'arrête pas. Putain, mais je vais être méchant, mais en fait, quand tu le racontes, on a l'impression qu'il se passe des trucs, effectivement. Il se passe des centaines de trucs, ça n'arrête jamais. C'est tout le temps comme ça. Toutes les scènes vont toujours de l'avant comme ça. Parfois, à mon sens, un peu vite, parce qu'effectivement, tout ce qui est la sous-intrigue de Mark Sheridan, donc de Wesley Snipes, effectivement, l'acteur est super, il est un peu sous-utilisé, il faut en convenir, et son intrigue, elle est parfois un peu... étalée, tu vois, quand on écrit un script, il y a un truc qui est intéressant. Quand tu écris un script, il y a deux phases, claires et nettes. Enfin, il y en a plusieurs, hein. Mais on va dire globalement pour résumer, qu'il y a la phase qu'on va appeler le traitement, qui est où on va donner tout ce qu'il se déroule dans le film. Et ensuite, on va faire la phase de dialogue, où donc on va donner des phrases aux personnages. Continuité de dialoguer. Voilà, et les dialogues, c'est vraiment un autre travail où tu vas avoir besoin que ton dialogue, il donne une information utile, parce que tu veux éviter les dialogues inutiles. Il va ensuite falloir que ton dialogue, il dise quelque chose sur ton personnage, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être. Tu vas aussi exprimer ses opinions politiques si tu fais un film politique, ses opinions de justice et de valeur si tu fais Il faut faire tout ça, et si possible, il faut que ce soit le plus court possible, surtout, particulièrement sur un film d'action où tu dois être propulsif. Et moi, j'ai eu l'impression, en voyant US Marshal, qu'autant le traitement, il était solide, autant les dialogues, toute la partie où ils ont fait la version avec les dialogues, ça aurait mérité plus de travail. Parce que la définition de personnage n'est pas suffisante. Parce que les façons dont les personnages s'expriment, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de place, mais ils doivent exister rapidement. Et du coup, c'est connu. Plus c'est court, plus ça doit être efficace. Je veux dire, tu le sais toi aussi quand on écrit, même quelle que soit la chose qu'on écrit, il est beaucoup plus simple de faire un texte court et de l'allonger que de faire un texte long et de le raccourcir. C'est plus compliqué de trouver l'essence de quelque chose. Oui. Après, moi, je pense que le problème, encore une fois, c'est que t'as plusieurs degrés d'incarnation, en fait, qui se retrouvent pas, en fait. C'est-à-dire, entre eux, je pense qu'il a pas vraiment de métier là-dessus, Stuart Baird. C'est-à-dire qu'effectivement, si en plus il se concentre juste sur l'idée de faire une poursuite, comme tu dis, bon, voilà, moi je pense qu'il met tout au même niveau, quasiment. De temps en temps, t'as des plans qui ressortent, en fait, si tu veux, des images où tu dis, ah, ça c'est une jolie image et tout dans le film et tout ça, etc. Par exemple, t'as ce moment où t'as Wesley Snipes qui sort des marécages, en fait, si tu veux, t'as son visage qui sort, tu vois. Bon, c'est pas Apocalypse Now, hein, mais le truc, si tu veux, et t'as tous les mecs qui le cherchent de l'autre côté derrière, et c'est un plan, finalement, efficace, simple, joli, parce que, comment dire, il dit quelque chose. Ils sont encore là-bas en train de le chercher, et lui, en fait, ça y est, il les a distancés, quoi. Donc, quand t'as ça, oui, si tu veux, le film fonctionne. En plus, qu'il dit quelque chose, ce plan que tu cites, moi, c'est effectivement un plan que j'adore dans le film, parce que c'est aussi un plan qui est charnel, tactile, tu vois, on sent la crasse, on sent le... Oui. Elle est dégueulasse, c'est le saumâtre, ça se voit. Ouais, quoi. bon, moi je serais moins... Tu vois, justement, quand tu me parlais de ce plan, en fait, général, tu vois, où tu vois le truc, c'est-à-dire que pour moi, ce plan, il existe, il a le mérite d'exister si tu veux, par exemple, tu vois. Mais il a absolument rien de... Enfin, il n'y a pas une idée de mise en scène là-dedans, en fait, en vrai. Tu vois, c'est-à-dire, c'est juste, en fait, bon, j'avais besoin de ce plan large parce que je suis monteur et je sais que j'ai besoin d'un plan large. Et donc, en fait, je vais faire un plan large parce que sinon, on n'a pas une vue générale. Mais s'il m'avait fait ça sous un angle spécifique, si tu veux, ne serait-ce que de l'intérieur de l'hélico, ne serait-ce que j'en sais rien, tu vois, quelque chose, en fait, qui me donne un point de vue,
si tu veux, et c'est ça le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il a pas de point de vue. C'est-à-dire que ce moment-là qu'on le cite, il a un point de vue. C'est surtout ça, moi, qui me marque, en fait, si tu veux, quand je vois cette scène-là, quoi. Mais c'est finalement trop rare, pour moi, dans le film, pour que ça accroche mon intérêt. Il est là le problème. Et l'autre truc que je dirais, mais qui est vraiment là, pour le coup, c'est pas vraiment lié au film, c'est qu'il y a un fait étonnant, c'est que c'est un film qui a été tourné, encore une fois, pour montrer à quel point les choses vont vite. C'est un film qui est sorti avant Blade, pour Wesley Snipes. Là, j'en reviens parce que c'est un peu bon. On fait Stéroïdes, on fait une émission sur le cinéma d'action, donc on parle forcément de nos acteurs d'action préférés, tu vois. Et donc, l'idée, en fait, tu veux, quand tu parles de Wesley Snipes, c'est que c'est quelqu'un qui a changé vraiment sa persona, en fait, tout ce qu'il a vraiment affiné avec Blade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rappellera de Wesley Snipes à cause de Blade. C'est une évidence. Ce qui n'était pas forcément clair à l'époque de la sortie du Jazz Marshall. Il n'avait pas fait Blade, mais c'est surtout que d'un seul coup, il était dans des films d'action extrêmement génériques, en fait. Pour moi, il avait déjà fait un rôle avant Blade, même si je suis d'accord avec toi que le rôle de Wesley Snipes, avec un R majuscule, c'est Blade. Il a un rôle qui est absolument incroyable et dont tout le monde se souvient, c'est Demolition Man. Simon Phoenix, il est génial. Oui, alors c'est le seul film où on va dire, mais bon, après ça, il est dans une tradition, tu vois, fondamentalement, en fait, ce qui fait... alors peut-être il a été un des premiers à l'époque dans le gros cinéma d'action qui tâche, tu vois, à le faire, quoi, tu vois, mais je suis sûr que ce qu'il fait, il fait le Joker de Jack Nicholson. Ce que fait, comment s'appelle, tu vois, Jason Momoa dans Fast X. Tu vois, c'est ce genre de truc où en fait d'un seul coup je tire la couverture à moi, si tu veux, parce que j'ai besoin d'exister en face d'une grosse star de l'action qui est déjà bien installée, tu vois, pas de problème, tu vois, moi j'aime beaucoup Wesley Snipes dans Demolition Man, mais en fait je pense vraiment que c'est Blade qui restera. Après il y a moi là où j'aime aussi Wesley Snipes, c'est que c'est un vrai acteur dramatique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui peut... tout court. Voilà, c'est-à-dire que il est excellent chez Spike Lee, il est excellent dans des films qui sont pas forcément excellents, comme Pour une nuit, par exemple, de Mike Figgis, tu vois, où il est très très bien, il est très juste, il est très bien utilisé. Et donc oui, non, c'est quelqu'un qui est capable, en fait, d'avoir les deux, qui a une logique un peu presque de méthode acting, quoi, tu vois, et qui là en fait si tu veux est complètement sous-exploité, et surtout c'était dans une lignée de films on va dire si tu veux, où d'un seul coup tu commences à dire moi j'aime bien Wesley Snipes, j'ai découvert avec quelques trucs et tout ça etc., et puis d'un seul coup tu le vois dans Drop Zone, tu vois, dans Meurtre à la Maison Blanche. Alors je sais que tu les aimes tous ces films. Julien, ne me regarde pas comme ça, tu vois, avec ton tout sourire en coin. Je sais que tu les adores, tu vois. Je sais que tu cherches les Blu-ray en Allemagne. Je sais que tu vois. Alors d'abord, Meurtre à la Maison Blanche, le Blu-ray c'est en Espagne, sois précis. S'il te plaît, tu vois. Et voilà, mais le truc si tu veux, c'est que voilà, au bout d'un moment, tu te disais putain, US Marshall, c'était le bout de toute cette sous-exploitation en fait des talents de Wesley Snipes, tu vois, pour des films d'action. À mon sens, moi personnellement, je trouve vraiment générique au mieux. Tu vois. Et le truc drôle, si tu veux, en fait, l'anecdote un peu marrante, c'est qu'il avait tourné Blade dans l'intervalle. C'est-à-dire, il avait déjà tourné Blade quand il a fait US Marshall. C'est juste que les films ont été inversés dans leur sortie. Moi, il y a un truc, je suis pas tout à fait d'accord sur comparer Drop Zone et US Marshall, parce que une fois de plus, je te trouve beaucoup trop dur. Mais parce qu'il y a un truc quand même. Je parle pas de qualité là. Je parle vraiment d'aspect un peu. Mais même en utilisation, en fait, effectivement, quand tu vois Blade, Stephen Norrington a fait un travail exceptionnel pour servir Wesley Snipes autant que Wesley Snipes sert le film. À mon sens, le problème du US Marshall, c'est que US Marshall se sert de Wesley Snipes, alors que le mec, il est naturellement charismatique, il sait bouger, il sait maîtriser un espace, enfin, c'est un super acteur, on l'a dit, mais par contre, on lui donne rien à mâcher. Donc en fait, on se sert de Wesley Snipes, mais Wesley Snipes, lui, on ne le sert pas vraiment. Oui, mais il a même pas quelque chose de dramatique, parce qu'à la limite, on lui met Irene Jacob, en fait, qui est aussi une actrice dramatique, hein, à la base, tu vois, qui a quand même débuté chez Kieslowski et compagnie. Donc le truc, si tu veux, c'est que tu te dis, qui a refusé je ne sais combien de films américains énormes, en fait, si tu veux, qui se retrouve là-dedans, Dieu sait pourquoi, tu vois. Parce qu'elle voulait jouer, justement, le côté machine de guerre, la multiplicité des tournages, il y a du monde partout, on est 2000 à faire, enfin, ou 1000, j'en sais rien, à faire le tournage. C'était un truc qui l'intéressait, et je sais que c'est Spielberg qui a été la chercher parce qu'il voulait une image de l'innocence. Et il trouvait que Irene Jacob dégageait ça dans La double vie de Véronique, notamment. Alors, admettons. Le truc, en tout cas, c'est que, en fait, outre le fait que c'était un tout petit peu particulier à l'époque, en fait, d'avoir, un couple mixte, si tu veux, à l'écran, surtout dans un film hollywoodien, parce qu'en général, je veux dire, l'affaire Pélican, c'était 3-4 ans avant, c'était Denzel Washington et Julia Roberts, il n'y avait pas un baiser, quoi. Il n'y a rien. Il n'y avait rien qui suggérait qu'ils étaient ensemble. C'était juste, en fait, des gens qui mènent une enquête ensemble. Qui travaillent ensemble. Donc, il n'y avait pas de love interest. Et probablement, du fait
que justement lui est noir et elle est blanche. Et là, là si tu veux, on est loin des problématiques actuelles, si tu veux, qui sont littéralement inversées. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'à cette époque-là, il faut rappeler ça. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un couple mixte à l'écran dans un gros film hollywoodien, c'était très rare. À part ce point, voire inexistant. Voilà, à part ce point spécifique, si tu veux, c'est sous-traité au maximum en fait, si tu veux, cet aspect dramatique en fait du film, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être le point où on les aurait rattrapés, mais de toute évidence, ça intéresse ni John Pogue au scénario, ni Stuart Bert, voilà. Et même Snipes et finalement Irene Jacob n'en font pas grand-chose en fait. C'est ça qui est dommage, quoi. Moi, Irene Jacob, elle a 2 doigts de la potiche, hein, dans comment dire. Le fait est que c'est le love interest, mais qu'elle est aussi un moteur pour lui parce qu'il veut la retrouver. Mais t'as aussi là, on en revient pour moi aux limites de John Pogue, où tu te retrouves où il a son passeport à la fin, il prend son truc pour c'est la motion sickness pour le mal des transports, excusez-moi, pour la cinétose, et donc mais il va pas la chercher, il y a aucun moment où il essaie d'aller la chercher. Tu fais mais si c'est quelqu'un à qui il tient, si c'est quelqu'un à qui il aime, il abandonne pas aussi vite, d'autant qu'en plus on nous explique tout au long du film qu'il est capable d'avoir un temps d'avance sur les Marshall, qu'il est très doué physiquement et qu'il est pas bête. Donc tout ça mélangé, tu te dis mais pourquoi il y va pas? Bah à plus forte raison que, encore une fois, t'as cette espèce de notion où il lui a menti, ce qui aurait pu être un truc de drame parce qu'il lui a pas dit qu'il était clairement, ce qui aurait pu en fait jouer sur est-ce qu'elle va l'aider ou est-ce qu'elle va le trahir, tu vois. Rien, tout ça en fait, il y a pas de nuance en fait, si tu veux, dans ce film. Il y en a moins même que dans Le Fugitif, qui est pas forcément un film extrêmement nuancé non plus, quoi. Donc il y a, moi je trouve pas, enfin si tu veux, il est plus émotionnel, mais il est pas nuancé. Donc du coup il y a cette problématique, voilà, où je trouve que en fait, si tu veux, ils auraient pu se rattraper sur ça, au moins sur Snipes. Et non, et du coup, en fait, si tu veux, il y a une sous-exploitation du bonhomme, si tu veux, au profit de Tommy Lee Jones, on va dire, qui, pour moi, finalement, était très bien dans Le Fugitif, hein, mais à cette époque-là, je le préférais largement dans un Men in Black, du coup, en fait, que dans US Marshal, tu vois. Moi, ou ce genre de choses, parce que, en fait, justement... Pour le coup, oui, Men in Black est un rôle plus original, mais est-ce que tu préfères dans Men in Black 2 par rapport à Vice Marshall? C'est là que la question devient intéressante. Ouais, si tu veux, mais en fait, moi, je passais vraiment parce que les comédiens, c'est toujours des époques. C'est-à-dire, c'est toujours des... à ce moment-là, tu sentais qu'ils se sortaient, tu vois, je veux dire, Pacino, il avait quand même une, tu vois, d'un seul coup, moi, je considère pas Le Temps d'un week-end comme un grand film, mais il a eu au moins l'Oscar pour ça. Et en fait, c'est entre l'Impasse... C'est fou quand tu vois sa carrière. Voilà, non mais l'Impasse, Hit, tu vois, et d'un seul coup, tu te dis, oh putain, il brillait, quoi, à ce moment-là. C'était d'un seul coup, on le revoyait revenir, c'est autre chose que Sea of Love, ou, tu vois, ou ce genre de choses, quoi. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que Tommy Lee Jones, post-Oscar, tu vois, il avait quand même quelques rôles, tu vois, enfin, quelques gros films, tu vois, assez vus, quoi. Et effectivement, en fait, moi, je trouve que tu sens qu'il est plus impliqué pour moi dans un Men in Black que dans US Marshal. US Marshal, tu sens que c'est une redite pour lui. Et une redite finalement qu'il ne pousse pas, parce que pour moi, en fait, je pense pas que le film lui donne assez quelque chose de différent à manger, quoi. Tu vois. Oui, mais j'aurais envie de te dire, pour moi, c'est comme un musicien qui rejoue tous les soirs le même morceau. Hein. Ça veut pas, enfin, qui joue tous les soirs le même répertoire. Ça veut pas dire que c'est un problème. Ça veut pas dire qu'il s'amuse pas. Ça veut pas dire qu'il kiffe pas ce qu'il est en train de faire. C'est juste qu'il est en train de jouer un répertoire qu'il connaît déjà. Et pour le coup, je trouve qu'il le maîtrise sur le bout des doigts. Et qu'en plus, ils y rajoutent. Toi, tu dis que l'équipe, elle n'existe pas. Elle existe, à mon sens, suffisamment. C'est-à-dire, il y a une dynamique de groupe qui fonctionne plutôt bien. Il y a effectivement la mort d'un des personnages de ce groupe-là qui va avoir un intérêt narratif, donc qui va une fois de plus relancer une intrigue. Il y a des petits moments que moi je trouve assez précieux. L'introduction du personnage de Tommy Lee Jones dans le premier Fugitif, c'était aussi sur une enquête collatérale, voire pas du tout connectée, et on le présentait dans une tenue de SDF. Et là, dans celui-là, en fait, ils vont le. Ah ben moi, mais c'est un truc que si t'aimes pas le film, forcément, tu trouves ça pourri. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas que c'est pas intéressant. L'idée, elle est bonne. En fait, pour moi, le problème, je trouve plus que bonne. Je suis désolé. Moi, c'est l'exécution qui fonctionne pas, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un truc. C'est pas qu'il est ridicule particulièrement. C'est qu'en fait, il y a un peu d'évitement là-dedans. C'est que pour moi, tu filmes un truc comme ça, tu filmes le gag. Et le gag, en fait, si tu veux, je trouve qu'il est pas suffisamment bien filmé. Alors, en tout cas, pris comme de l'humour, en tout cas, pour moi, il y est, parce qu'il y a un double truc qui rend le gag, qui, à mon sens, fonctionne très bien, me fait vraiment marrer. C'est qu'il est en train de faire son pop, 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 et puis t'as, avec ce truc, et t'as une nana qui arrive, et au moment où elle veut prendre, il lâche le plateau, et t'as la réaction de la nana que je trouve hyper précieuse.
parce qu'elle est vraiment très surprise de ce qui se passe. Et lui, derrière, qui commence à marcher, qui sort son flingue et qui enlève son truc avec sa tronche super sérieuse, parce que Tommy Lee Jones, il a une tronche impayable dans son costume ridicule. Moi, la blague, pour moi, fonctionne. J'ai pas besoin de plus que ça. Je suis pas, enfin, moi, je pense qu'il manque quelque chose là-dedans, mais après, le truc, si tu veux, c'est que, puis c'est pareil, c'est un truc que t'as vu, par exemple, 2-3 ans avant dans Mort Subite avec un autre personnage, tu vois, une scène d'action, en fait, avec un personnage qui est dans un costume. Non, mais ce que je veux dire, sur ce problème, en fait, non, je reviens sur le problème qu'en fait, aujourd'hui, il y a 500 films qui se font. T'en as par an. Là, dans US Marshal, en fait, des films d'action de cette époque-là, il y en a 5 dans l'année. C'est pas grave. Non, c'est pas une question sur le fait que quand quelque chose a été fait, ça ne devrait pas être refait. Non, c'est pas une question que ça soit refait ou pas refait. C'est qu'en fait, je minimise. Enfin, toi, t'as apprécié, c'est très bien. La question, elle se pose pas là. La question, en fait, si tu veux, c'est que je l'ai déjà vu et en fait, si tu veux, ça ne me propose rien de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà vu. Et tout bêtement, en fait, là où moi, je pense qu'il aurait dû fonctionner, mais pour moi, c'est une question de point de vue. Hein. C'est toujours le même problème, en fait. Pas le tien ou le mien. On a l'air fâché, mais on n'est pas fâché. En fait. Non, mais pas le tien ou le mien, vraiment celui du réalisateur. Hein. Je parle que de ça, moi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu veux, pour moi, il joue pas particulièrement le gag. En tout cas, il le pousse pas assez, si tu veux, pour que ça soit mémorable, à mon sens. Tu vois, j'avais d'ailleurs complètement oublié qu'il y avait ça dans l'ouverture du film. Et l'autre truc, c'est que j'en reviens, c'est pareil, c'est comme parce qu'on a parlé un petit peu des rôles, comment dire, de tous les US Marshal qui suivent en fait le personnage de Gérard. Pour moi, la définition de ces personnages, c'est que je comprends pourquoi ils choisissent ces acteurs-là. Andrew Davis. Parce que dans son souci, à une époque, on faisait pas forcément du cinéma pseudo-documentaire, où en fait filmé, tu vois, avec caméra à l'épaule, forcément, mais surtout dans des films hollywoodiens qui coûtaient quand même, tu vois, très cher. Lui, son souci, en fait, de faire un film, en fait, qui est ancré dans la réalité, c'était d'aller prendre des Monsieur Tout-le-Monde. Donc il prend David Rebeck, tu vois, dont tu vois que c'est un mec qui est un peu un gros papa, tu vois, en devenir, ou quand tu vois, comment il s'appelle celui qui meurt dans le 2, là, dans US Marshal, qui est quand même entre... voilà, qui a le charisme entre Steve Guttenberg et c'était qui l'autre que tu avais cité Judge Reynolds. Judge Reynolds, tu vois, c'est-à-dire donc charisme en dessous des chaussettes, quoi. Tu vois, je comprends la logique dans Le Fugitif. Je comprends pourquoi il va chercher ces gens-là, c'est des Monsieur Tout-le-Monde. Mais quand t'as plus du tout cette approche-là dans la suite, puisque c'est plus du tout une approche réaliste et tu vois et comment dire rechercher absolument la véracité, on va dire, si tu veux, du moment, tu vois, et plutôt de faire un film de poursuite avec une facture hollywoodienne un peu plus poussée, un peu plus machin, tu vois, bah, d'un seul coup, ce qui fait ressortir ces personnages-là, c'est une absence, tu vois, d'écriture. Parce que, en gros, le seul truc dont tu te rappelles de David Rebeck, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive dans un lieu, il veut bouffer, tu vois. Bon, je suis désolé, mais c'est pas de la caractérisation, hein, c'est peu, hein, c'est un gag, hein, tu vois. Voilà. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Là-dessus, et l'autre, c'est littéralement, en fait, la seule raison pour laquelle t'en rappelles, c'est parce qu'il se fait fumer. Tu vois, c'est-à-dire que voilà. Et du coup, pour moi, si tu veux, c'est exactement comme le gag avec le truc. C'est que c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'il a pas cherché une seule fois, en fait, à incarner le film. Donc effectivement, on peut regarder un peu le truc avec un peu de recul et se dire ouais, mais c'est un film où on s'emmerde pas. Moi, je m'emmerde. Tu vois, je m'emmerde vraiment hein, quand je regarde US Marshal. Je trouve que c'est un vrai film. Je te le disais hors antenne de tonton. C'est-à-dire pour moi, c'est suranné à mort, tu vois. Mais ça l'était déjà à l'époque. Tu sais, en antenne, tu m'as aussi dit que tu dirais pas trop de mal du film. Hein. Ouais, je sais. Mais on est parti sur une conversation. C'est vrai qu'on est parti sur une conversation et j'aurais dû te laisser beaucoup plus parler. C'est pas ça, tu vois. T'inquiète. Voilà, mais et surtout donner plus envie aux gens, quoi. Mais moi, c'est vrai qu'en fait, pour moi, ça fait partie de ces trucs où, encore une fois, j'ai pas une détestation du film, mais c'est juste que je comprends pas, en fait, si tu veux. En fait, pour moi, c'est un paycheck pour tout le monde. C'est ça le film. C'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment que j'avais à l'époque où je l'ai vu, je crois. Et c'est le sentiment que j'ai en le revoyant aujourd'hui. Voilà. Mais après, pour moi, non. Oui, ils ont tous pris un beau chèque, ça j'en suis sûr. Mais oui, ça, c'est certain. On a parlé de cette scène où on n'est pas d'accord, mais moi je trouve qu'elle est bien incarnée. Il y a des moments d'incarnation. Moi, je trouve que ce personnage de gamin, il est plutôt pas mal incarné parce que le gamin, justement le jeune de l'équipe. Ah oui. Oui, c'est sa caractérisation. Oui, elle est très légère. Mais bon, globalement, dans les films d'action, les personnages ont souvent une caractérisation légère parce que de toute façon, il faut que tu avances. Et je trouve que ce qu'il lui donne est suffisant pour que je m'intéresse à lui. En revanche, effectivement, les deux autres membres que sont, ça doit être lui, David Rebeck, et la nana qui a changé par rapport au premier, eux deux ne sont pas caractérisés du tout. Joe Pantoliano, c'est Joe Pantoliano, de toute façon, moi j'adore ce mec-là. Oui, il va en faire des caisses, quoi. Tu vois, il va fumer son cigare pour faire chier le monde et tout. Il le fait tellement bien que dès qu'il le fait, il le fait bien. Il y a des petites choses que j'aime bien, donc j'ai parlé de cette scène-là. Je te parlerai aussi de la scène où Tommy Lee Jones s'est fait tirer dessus, Samuel Gérard, et sa patronne vient le voir. Et elle lui dit une phrase à l'emporte-pièce, comme ça on ne revient jamais dessus. Elle lui dit, tu sais, j'ai beau t'aimer, hein, ça m'empêchera pas de te foutre à la porte. Et tu sens que la façon dont elle le dit,
parce que je trouve que l'actrice pour le coup le fait très bien. C'est pas juste je t'aime comme un collègue. C'est en fait je suis amoureuse de toi, mais j'ai pas réussi à t'avoir. Et je trouve que c'est de l'incarnation très rapide en un seul mot. Enfin, Ah en ouais, une seule phrase. tu l'as lu comme ça, toi? Moi, je l'ai lu comme ça. Okay. Et je trouve que dans l'interprétation de l'actrice, avec le regard en coin qu'elle fait, etc., je trouve qu'on a exactement ce qu'il faut pour me créer une situation entre ces deux personnages auxquels je crois à fond, sur laquelle on ne revient pas parce que ça reste des professionnels. Et je pense que ça a dû arriver à peu près dans les vies d'à peu près la moitié des gens qui nous écoutent, soit 100% de nous écoutent, soit les 3 personnes ici, je ne sais pas exactement. Ça t'est arrivé à l'inverse? D'avoir quelqu'un au bureau pour qui tu tombes et qui ne te répond pas, ou l'inverse. Et donc c'est une situation où tu peux immédiatement comprendre par quoi passe le personnage, juste en y mettant ton vécu à toi ou le vécu que quelqu'un t'a raconté. Et je trouve que du coup ça marche, tu vois. J'aime ce genre de scène. J'aime le fait que Chen, donc qui est le bad guy du film, quand il va égorger quelqu'un dans une douche, au moment où il a fini sa besogne, t'as les 2 marshals qui arrivent et disent mais vous savez où il est, et il répond tranquille pépouze, il accélère pas le pas, et tu fais le mec il a un sang-froid de fou. J'adore parce que ça c'est pareil, ça caractérise un personnage. Après quand il tire au fusil snipe il se rate tout le temps quoi. Donc le sang-froid il est meilleur au couteau qu'au flingue. Apparemment c'est une chose qui arrive. Le sang-froid c'est à vitesse variable quoi. Ok. Mais moi tous ces petits moments là ce sont des moments qui pour moi font aussi que le film est précieux. Il y a des setup and payoff qui sont pour le coup gros comme des patates, genre par exemple la lunette. On sait que ça va servir, oui, mais j'aime par exemple le fait qu'en fait on te met directement le fait que Sheridan fait partie de la CIA parce qu'il utilise la même technique pour enlever ses menottes que Royce. Que Robert Downey Jr. C'est des petites choses, c'est pas explicité, etc. Je trouve c'est pas explicité, mais après la façon d'appuyer le truc, c'est que en fait, je sais pas si déjà en 98 quand c'est sorti, c'était un peu étonnant que les mecs disent oh là là, on n'a jamais vu ça. Et tu fais vraiment, enfin tu utilises peut-être pas des lunettes, mais tu utilises un crochet, ça a déjà été fait 300 millions de fois dans 300 millions de films, donc je comprends pas. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, le traitement avec l'idée. Ça, c'est un cliché, c'est ça que je veux dire. De l'autre côté, le dialogue qui, au lieu de renforcer la scène avec quelque chose, appuie le côté on l'a déjà vu en fait, n'appuyez pas ça, sur le côté ça pour le coup c'est le défaut de fabrication on va dire de Stuart Baird à mon sens hein, tu vois, peut-être que c'était dans le scénar et que voilà, mais le truc c'est qu'au montage tu peux couper ça, tu vois, mais le défaut de fabrication de Stuart Baird c'est il faut que tout soit clair, il faut que tout soit surligné, et effectivement comme tu le dis, moi c'est pas tant que ce soit pas forcément très clair en fait ce qui se trame avec le chinois justement dans toutes les histoires de Wesley Snipes, tu vois, mais c'est qu'on s'en fout parce qu'en fait au final ça va pas assez vite, tu vois, pour justifier en fait qu'on s'arrête sur tous ces trucs là quoi, mais c'est vrai qu'il s'est pas trop posé la question en fait à ce moment là et qu'il se pose la question pour d'autres trucs, c'est un peu étonnant. Moi je pense que aussi la distinction en fait encore une fois c'est que voilà vraiment si tu fais, parce que à ma grande surprise, en fait, quand j'avais revu Ultime Décision, je l'avais réévalué le film. Parce que pour moi, c'était le sale film où on tuait Steven Seagal et c'est pas normal. Tu vois, donc c'est plus un problème émotionnel profond. Exactement, il y a eu un rejet, hein, c'était du déni presque, tu vois. Mais force est de constater que c'est peut-être un des bons films de Steven, tu vois, même s'il l'a pas fait exprès puisqu'il est pas beaucoup dedans, tu vois. Mais aussi c'était sympa de le revoir en fait, si tu veux, avec le recul, parce que c'est pareil, c'est pas un film que j'ai beaucoup vu, Ultime Décision. Et en fait de me dire bah ouais en fait justement c'est à cause du fait que j'ai réapprécié Ultime Décision que je me suis dit donnons une chance à US Marshal, tu vois. Et là en fait où je fais une distinction, c'est qu'il est obligé d'avoir un point de vue en fait dans Ultime Décision, il est obligé. C'est-à-dire que par la force des choses en fait, vu l'endroit exigu dans lequel tout se tourne, tu vois, il est obligé d'avoir ça, et là du coup en fait il l'est beaucoup moins sur US Marshal, et quelque part il a cette espèce de rapport objectif qu'il a toujours eu en fait au cinéma en tant que monteur, c'est-à-dire qu'en fait, faut savoir qu'un monteur, il va avoir X prises, il va avoir X variantes, en fait, si tu veux, d'une scène, si tu veux, avec des montages. Donc, en fait, il a un regard objectif dans lequel, à un moment donné, il va essayer de détrôner quelque chose qui, pour lui, dans son approche à lui, en tout cas, il faut que ça soit clair. Et ça, c'est son fonctionnement par défaut, et je pense, en fait, que c'est ce qui s'est passé aussi, à mon sens, sur US Marshal, et qui fait que, quelque part, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre film, hein, évidemment. Mais en fait il est totalement effacé quoi, c'est-à-dire il est littéralement effacé en fait au profit de ce que le studio attend de lui quoi, voilà. Et c'est moi j'ai du mal avec ce genre de film, ce genre de film un peu trop ou qui sentent un peu trop les notes du studio, qui sentent un peu trop le truc de bon élève, si tu veux, premier de la classe, enfin pas vraiment premier de la classe mais qui veut bien faire et qui finit par faire le truc, et surtout
On l'a déjà vu, c'est le fugitif et c'était mieux. Voilà, c'est ça mon souci. Après, il y a des gens, justement, et peut-être que t'en fais partie, il y a des gens comme Arnaud, comme Rafik, qui ont l'air de considérer que c'est bien meilleur que le fugitif, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère le fugitif, mais je trouve que le fugitif est, je vais utiliser des gros mots, hein, mais pour moi, le fugitif, c'est un film que vraiment j'adore. Pour moi, c'est un film immense. Là où le U.S. Marshal est un film que je peux revoir. Le gros mot, t'as fini par pas l'utiliser parce que tu voulais dire chef-d'œuvre. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un film immense. C'est déjà un gros mot. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas bien, donc. Et U.S. Marshal, c'est un film que je revois avec plaisir. C'est un film qui est très facile à revoir. Tu me diras, moi je trouve que les deux sont faciles à revoir, que je trouve cependant moins bon. Il y a deux éléments que je trouve dans U.S. Marshal beaucoup plus réussis que dans Le Fugitif. Le premier, c'est la photo, parce qu'effectivement, la photo marronasse c'est Michael Chapman. Je suis pas très client des photos délavées comme ça. Là, je trouve qu'elle c'est très volontaire, hein, parce que le gars, c'est quand même à la base, c'est le chef-op de Raging Bull. Hein. Oui, non, mais je sais, t'inquiète, mais non, c'était pour préciser. J'ai pas dit que la photo n'était pas bien faite. J'ai dit qu'elle me plaisait pas. T'inquiète. Et je préfère la photo de U.S. Marshal parce que justement, elle est plus sur. On joue plus avec le soleil, on joue plus avec les couleurs. L'herbe elle est verte plutôt que d'être vaguement grise. C'est quelque chose que personnellement, c'est un goût, je préfère. Et le deuxième truc, c'est évidemment Sa Seigneurie, Sa Majesté, le plus grand compositeur de l'histoire de tous les temps, Sa Majesté Jerry Goldsmith. Et tu fais bien d'en parler parce que en fait, en vrai. Jerry Goldsmith, il a quand même un truc, ce mec. Il avait un truc, ce mec qui est quand même assez dingue, c'est qu'il est capable de te faire une musique où tu te dis putain, si t'écoutes la musique, tu te dis putain, mais ça doit être le plus grand film d'action de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que en gros, t'écoutes la musique du U.S. Marshal à part. Tu dis putain, mais il se passe tellement de trucs tout le temps. Et en fait, pour moi, s'il y a quelqu'un qui dynamise le film, c'est lui. C'est-à-dire que la première, c'est qu'il se passe plein de trucs. Et... non, mais ça, tu l'as dit, mais on n'est pas d'accord. Mais tu vois, je vais même prendre un film sur un de mes films, en fait, préférés de gamin. Tu vois, c'est-à-dire, tu parlais de pour toi Bloodsport à l'époque dans l'émission qu'on avait fait. Tu disais oui, c'est mon film de gamin de 12 ans. Tu vois, effectivement, moi j'ai ça avec Rambo 2. Ah, mais là en plus t'as Jerry. Voilà, je n'ai pas d'objectivité sur Rambo 2, c'est pas possible pour moi d'avoir une objectif sur Rambo 2. Et si j'en ai un tout petit peu, si j'essaye d'en avoir, et ben par exemple, il a fait un morceau qui est absolument incroyable qui s'appelle The Jump. Bah, évidemment, Jump. Voilà, où c'est un morceau quand tu l'écoutes à part, tu te dis putain, mais il se passe tellement de trucs dans ce morceau, c'est ouf en fait, l'émotionnalité, tu comprends tout ce que traverse le personnage de Rambo, etc. Dans le film. C'est infernal, la scène elle est nulle, c'est une péripétie pourrie quoi, c'est-à-dire que c'est Stallone qui saute en parachute en fait si tu veux de l'avion, de la carlingue de l'avion, qui s'accroche en fait avec son sa ceinture là à la carlingue, tu vois, et qui en fait sort son schlass pour essayer de couper Enfin Stéphane. Attends. T'es tellement fâché contre U.S. Marshal que tu commences à dire du mal de Rambo 2, ça va pas du Stéphane. tout, mais c'est pour dire que objectivement cette scène elle est nulle, c'est une péripétie nulle. C'est-à-dire que je pense que le mec qui a tourné la scène, je pense que le mec qui a monté la scène, ils se sont dit putain, heureusement qu'on a Jerry Goldsmith, parce que franchement, tu vois, c'est là où tu sais qu'il se passe quelque chose, quoi. Y compris pour Stallone, parce que t'as pas un seul gros pan sur sa gueule, t'as pas un seul truc, tu vois. Enfin, t'en as peut-être, mais c'est flou, c'est dans la nuit, c'est moche. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que, et pourtant, tu vois, voilà, très belle photo, Rambo 2, hein, quand même, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, donc oui, Goldsmith, il est capable de te donner, là, pour le coup, il y a de la nuance. Y compris dans l'aspect bourriniste, tu vois, que peut avoir le score du U.S. Marshal ou de Rambo 2, il y a de la nuance. C'est que Jerry Goldsmith était parfaitement capable d'être le plus gros des bourrins, mais par contre, c'est un compositeur, au sens le plus... c'est un magicien de la note. Et comme étant donné qu'il avait... On est tombé sur un truc sur lequel on est d'accord. Il avait une production qui était relativement conséquente, hein, puisque c'est 250 BO, hein, Jerry Goldsmith. Il est mort en 2004, mais il faisait... et la musique de film ne s'en est jamais remise. Mais il faisait 3-4 BO par an, donc du coup, il a eu des périodes. Si tu vois, par exemple, si tu écoutes la musique du 13e guerrier, tu vois bien que c'est deux cousins. Et là, c'est pareil, en fait. Il a fait, à quelques années d'écart, Executive Decision, donc Ultime Décision, Air Force One et U.S. Marshal. Et tu vois directement que ça a été composé dans les mêmes époques, et ce sont... Je viens de blêmir, là. Je te vois déjà me proposer pourquoi ne fait-on pas un podcast sur Air Force One. Parce que, je te rassure, je n'aime pas Air Force One. Je n'aime pas tous les films des années 80. Ah merde. En revanche, je vénère la musique d'Air Force One, qui est absolument génialissime, et je te confirme que tu disais, si tu écoutes celle de U.S. Marshal tout seul, ça doit être génial. Je te confirme que moi, c'est une musique que j'écoute très souvent. J'écoute de la musique de film quand je travaille, et je sais que quand j'ai besoin d'écrire une scène d'action, ou quand j'ai besoin d'écrire je mets en général U.S. Marshal, parce que quand je suis très pressé,
Quand j'ai pas beaucoup de temps et qu'il faut que je finisse un truc rapidement, j'envoie Brothers in Arms, la musique de Junkie XL pour Mad Max Fury Road. Et quand j'ai un peu plus de temps et que j'ai besoin que ça pète, quand même, je mets US Marshal. Rambo 2, ça marche aussi. Alors, Rambo 2, contre, tu chies du feuillet avec Rambo 2, là, c'est pas possible. c'est vrai que ça marche assez bien aussi, tu vois. Ouais, quand j'ai un bouclage, je mets Rambo 2. Mais il y a des musiques comme ça, effectivement. On voit bien que Jerry Goldsmith était tellement talentueux que c'est probablement pas une BO qu'il a mis très longtemps à composer. Et pourtant, elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. Et pourtant, il y a assez peu d'approches thématiques. Tu vois, quand tu écoutes du John Williams, souvent tu te retrouves. Je trouve plus dans Ultime Decision, en effet. Tu vois. Quand tu écoutes du John Williams, lui, il a une approche. Peut-être parce que c'est un film plus inspirant. Voilà. On avait réussi à ce qu'ils disent pas de mal pendant 2 minutes. Bon, Alain, coupe son micro, laisse le mien seulement. Enfin bon, tout ça pour dire que globalement, la musique est absolument formidable et que pour moi, c'est un gros point positif. Et qu'ensuite, je pense que globalement, nous avons fait à peu près le tour. J'aime profondément le film pour tout ce qu'il est. Tu n'aimes pas profondément le film pour tout ce qu'il est aussi, mais aussi pour ce qu'il n'est pas. Oui, non, mais après, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, en fait, pour moi, c'est un vestige d'une autre époque. C'est-à-dire que quand je regarde le film aujourd'hui, mais je me disais déjà ça à l'époque, je me disais déjà, pour moi, c'est une conception du cinéma d'action qui est datée, en fait, vieille. Et parce que, encore une fois, ça a beau être le même film que Le Fugitif, on va dire, si tu veux, dans les grandes lignes, l'approche du Fugitif, ce qui est un film sur lequel je délire pas, je l'avais dit à l'époque et tout, me semble un tout petit peu plus, pas novatrice, mais un tout petit peu plus, cohérente en fait avec ce qui se faisait dans le cinéma d'action à l'époque, tu vois, que US Marshal. C'est-à-dire US Marshal, c'est vraiment en fait sur les, pour moi c'est un film de studio dans tout ce qu'il y a de plus finalement, tu vois, safe. Vraiment pas de risque, pas de machin. Le seul risque, c'était Tommy Jones, mais bon, on a fait des études de marché pour voir. Moi, c'est un film de studio, parce que là-dessus, je te rejoins parfaitement. C'est un film de studio. Tu sens les notes de studio, mais j'ai l'impression que c'est un film de studio fait par un faiseur qui a donné le meilleur de lui-même pour faire ce qui ne sera jamais un grand film, mais un film que je trouve d'une efficacité redoutable. Bon, bah écoute, on va laisser. Alain Mercier, il est d'accord. Tu l'as vu, toi Non, tu l'as pas vu. Ça fait longtemps. Ouais. Je l'ai pas revu, moi. Je l'ai pas revu. Le Blu-ray, si tu veux, je te le prête, mais tu dis pas de mal. Il est là, le Blu-ray, parce qu'il est sorti. Attends, on va le montrer. C'est vrai qu'on sort les Blu-ray à chaque fois. Blu-ray français. Oui, français. Ok, il y a des bonus et tout, tu vois. Assez peu. Il y a un documentaire sur les Marshals des États-Unis dont je me fous éperdument. Ouais, mais pour le public français, ceci dit, tu vois, c'est plutôt pas mal de. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir un truc comme ça, même si c'est un documentaire, j'imagine. Ils ont dû faire de la synergie avec une de leurs chaînes télé à Warner ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Et t'as un petit bonus de 10 minutes là sur le crash de l'avion. Ouais, enfin c'est des tout petits, c'est des petites séquences de 50 secondes qui sont montées pour faire 10 minutes, donc c'est pas très digeste, ouais, mais ça reste intéressant à voir parce que tu vois comment ils ont fait. Voilà. Donc si vous voulez voir US Marshal, il est disponible en Blu-ray. Absolument. Si vous voulez revoir US Marshal, il est disponible en Blu-ray. Si vous écoutez Julien Charpentier, vous devriez aimer. Si vous m'écoutez moi, vous devriez pas aimer. Mais on vous laisse dire ça en commentaire. Et puis en fait, on se retrouvera. Je sais pas ce qu'on va faire, mais pas Air Force One. Non, pas Air Force One. Et pas. Attends, c'est quoi ? Il y en a un autre que t'as dit là, machin. Pas poursuite, pas drop zone, pas toutes ces conneries là, tu vois. Ça suffit maintenant, monsieur Charpentier. On essaye de te parler de bons films, quoi. Ah, d'accord. Voilà, merci. Tu vois. Bon, merci Julien. Bah de rien, merci à toi. Pour pour prendre toujours ses coups dans la gueule en fait sur tes petits films favoris à toi, si tu veux que je ne prends pas vraiment plaisir à défoncer en vrai, puisqu'en fait quand je l'ai revu, je m'étais dit merde. Je pense que t'as un petit côté sadique. Ouais, c'est ça. Bah en fait, je me venge de 2h10 de perte de, tu vois, de que mon âme s'est un peu effritée, si tu veux, mon âme de fan de cinéma d'action, quoi. Merci Alain, merci à la technique, merci Alain. Et à la production, merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouve bientôt avec un autre film dans Stéroïdes. Salut.